Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du tournage avec Stéphane. Dans cette vidéo, on va répondre à vos questions, aux questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur mon compte et sur le compte de Stéphane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Le commentaire, c'est très important. À vous abonner pour la force. Et on n'oublie pas, pour 10% de réduction sur Nutrimuscle, code promo NM-RICO10. Petite commission pour moi. Vous gagnez de la force, c'est donnant-donnant. Allez, let's go. Possible de voir Stéphane en power ou Rico en body d'ici quelques années. Donc, j'ai récemment répondu brièvement à cette question sur ma page Instagram. Mais pour faire gros, moi j'adore l'entraînement en bodybuilding, j'aime bien l'entraînement en hypertrophie. Mais pour passer en bodybuilding, je dois faire une concession, c'est-à-dire mettre ma pratique de powerlifting de côté. En tant qu'athlète de haut niveau, c'est difficile parce que je vais prendre du retard sur mes concurrents, je vais me désentraîner, je vais perdre du temps. Et c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre justement si je veux viser les sommets. Donc, une fois que j'aurai atteint mes plus gros objectifs en powerlifting, je pense passer en bodybuilding pendant quelques temps, histoire de voir qu'est-ce que je peux exploiter au niveau du potentiel, histoire justement de changer et prendre plus de plaisir. Mais derrière, j'aurai toujours un peu de powerlifting, etc. Donc oui, attendez à me voir en bodybuilding d'ici quelques années, mais c'est pas pour tout de suite et ce sera vraiment en fonction de mes résultats en powerlifting. Et toi, du coup, Stéphane? Et ben, pour ma part, ce sera un peu moins mitigé que toi. Je ne me vois pas du tout faire du powerlifting pour la simple et bonne raison que je déteste soulever des charges lourdes. Ok. Ah mais vraiment, je n'aime pas ça. Pour moi, faire du squat, c'est une corvée. C'est pour ça que je n'aime pas le squat, parce que on met lourd, la pression elle est assez forte. Et si je dois faire cet exercice en mettant 300 kg comme toi, je ne pourrais jamais y arriver. Okay. Donc je suis beaucoup plus intéressé par l'entraînement en termes d'hypertrophie. Pourquoi pas essayer de développer quelques petites perfs dans le futur sur les 3 mouvements de base que tu exécutes au quotidien. Okay. Mais je ne me vois pas du tout évoluer dans le powerlifting à terme. Quels sont les athlètes français qui vous inspirent le plus? De mon côté, si on fait tout sport confondu, parce que franchement en France, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes en termes de force justement qui m'inspirent, surtout parce qu'en commençant, je suivais pas beaucoup la force française. Aujourd'hui, il y a énormément de très bons athlètes en force en France, énormément d'athlètes que je respecte, d'athlètes très forts, mais c'est surtout à l'international que les athlètes m'inspirent en termes de force. Mais tout sport confondu, je dirais que l'athlète français qui m'inspire le plus, c'est Kylian Mbappé, parce que justement, il est très très exemplaire, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de l'image, au niveau du jeu. Il a été décisif, par exemple pour la France à la Coupe du Monde. Il avait seulement 19 ans. Personne ne l'a entendu parler avant, pendant ou après, mais pourtant il a fait la différence sur tous les matchs. Il y avait des gens sur le terrain qui avaient l'âge d'être son père, mais il prenait l'ascendant psychologique sur eux, il les faisait craquer. Justement, c'est pour ça qu'il récoltait des pénaltys, tu vois. Mais franchement, très très gros athlète qui reste toujours très carré et très jeune athlète qui est déjà au top. Donc franchement, il m'inspire bien. Et toi? C'est dingue parce que c'est la même chose pour moi. Okay. Et surtout, ça me fait penser à un truc. Il y a une vidéo qui était sur Twitter récemment où Kylian Mbappé disait à son pote que ouais, tu me fais une mauvaise passe, et il lui dit je suis désolé, et il lui répond ça suffit pas d'être désolé. Et beaucoup de gens ont mal interprété cette phrase. Et oui, à son niveau, au niveau où il est, à son âge, ça suffit pas d'être désolé. Ça ne suffira jamais dans le sport de haut niveau. Il a le mental qu'il faut pour être parmi les plus grands. Il sait très bien
ce qui arrive à ce niveau-là quand tu fais un faux pas. Il l'a vécu pendant c'était la dernière, non, pendant la Coupe l'Euro. Il a raté un penalty. Les gens ont complètement oublié ce qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde, complètement oublié le niveau auquel il évolue. Et il l'a dit lui-même, aujourd'hui tu peux être perçu comme le plus grand, comme le plus fort, et demain, juste à cause d'une erreur, on te fout à terre. Exactement. Il l'a très bien intégré, et c'est pour ça qu'il est aussi exigeant envers lui et envers ses coéquipiers. C'est ça le sport de haut niveau. Donc juste pour ça, ce gars-là, il m'inspire de fou. Et il sait de quoi il parle en fait. Il te dit, je sais que je peux y arriver, il se donne les moyens d'y arriver et il y arrive. Il y arrive. C'est pas de l'arrogance, il fait pas de fausse modestie. Il a un discours et une visualisation interne qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et je pense que peu importe ce qu'on fait, les cours, qu'on veut passer un concours grande école, qu'on veut passer, peu importe ce que tu fais, tant que tu es mis en concurrence avec des autres personnes, tu es obligé de penser que tu es le meilleur, sinon tu n'y arrives pas. C'est aussi simple que ça. Exactement. Comment permettre à son corps d'accepter un volume d'entraînement de plus en plus grand? Alors de mon point de vue, réponse simple, tu dois augmenter petit à petit. Et justement, j'aimerais faire un schéma là justement. En fait, disons que ta capacité de travail, elle est là, elle est à 0. Tu vas donc t'imposer un volume de travail qui va faire en sorte que ta capacité de travail va retomber. Et ensuite, tu vas rentrer dans un processus de récupération. Tu vas faire ce qu'on appelle surcompenser. Et ta capacité de travail, elle va arriver à 1 après cet entraînement. Mais justement, il faut mettre un volume d'entraînement suffisant pour que justement tu puisses surcompenser jusqu'à 1 et pas jusqu'à 0,2, voire rester à 0. Et tu ne dois pas mettre un volume d'entraînement trop important pour que lorsque tu surcompenses, tu n'aies pas le temps de récupérer suffisamment avant ta prochaine séance et que tu te retrouves à -1 au moment de ta prochaine séance parce que tu ne pourras pas surcompenser. Donc justement, quand tu ajoutes du volume d'entraînement, il faut ajouter la dose nécessaire à progresser. Il ne faut pas rajouter une trop grosse dose ou une petite dose. Alors, vous allez me demander quelle dose? La dose, elle dépend de chacun, du passé sportif, de la fréquence d'entraînement, de l'intensité d'entraînement, etc. Donc voilà mon point de vue sur la question. Et d'où l'important de se connaître ou d'avoir un coach quand justement vous pratiquez en bodybuilding ou en powerlifting. Qu'est-ce que tu en penses? Je te rejoins totalement et je vais être même plus concret pour résumer ce que tu as dit parce que c'est exactement ça. C'est qu'il faut adapter l'entraînement à notre niveau et surtout à notre manière de pratiquer. Je fais encore une fois référence à notre vidéo d'entraînement jambes. Là, tu as encaissé un gros volume d'entraînement sur un type d'entraînement que tu n'avais pas l'habitude de faire. Forcément, tu as été un petit peu dans le mal. Tu as encaissé, mais parce que tu as un passé sportif assez fort. Tu es un athlète de haut niveau, donc tu as su gérer la difficulté. Simple pratiquant qui commence, on y va, comme tu l'as si bien dit, progressivement, en jouant sur plusieurs facteurs. Ça peut être la fréquence d'entraînement, ça peut être le volume d'entraînement de manière progressive. On peut augmenter le nombre de répétitions, la charge de travail, le temps sous tension, le nombre de séries, le temps de récupération. Rien que le fait de le baisser, ça joue déjà énormément sur l'entraînement. Une grosse variable. Donc voilà, il faut vraiment le faire progressivement. Et encore une fois, si vous n'avez pas l'approche suffisamment poussée pour le gérer, un coach, c'est aussi une très bonne solution. Niveau récupération et alimentation, y a-t-il un monde d'écart entre vous, body, etc. Alors, moi, je vais exposer ma façon de faire les choses, tu exposeras la tienne et on en discutera. Alors, je dirais déjà que ça dépend de la stratégie d'entraînement. Donc, certaines compétitions, je les prépare dans ma dernière phase d'affûtage avec 3 entraînements par semaine. Là, avant ma dernière compétition, j'étais sur l'entraînement le plus dur que j'ai jamais fait, justement, depuis que je fais du powerlifting. J'étais sur 6 à 7 entraînements semaine où j'avais une très grosse intensité d'entraînement à chaque entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire un 3x5, je vais transformer ça en 5x3. Ouais. Ça fait le même volume total, mais je peux mettre un pourcentage plus haut parce que, justement, j'ai moins de répétitions. Donc là, déjà, l'approche, elle ne sera pas pareille que si je faisais du 3x5 avec un pourcentage plus bas. Donc au niveau de la récupération, il peut déjà y avoir des divergences et des convergences dans le powerlifting même. Donc forcément, il y en aura entre powerlifting et bodybuilder. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau de l'alimentation, je pense qu'on cherche tous la même chose. En bodybuilding et en powerlifting,
chercher un maintien calorique, un surplus calorique, un déficit calorique. Mais quand on entre dans la complexité, le bodybuilder, il va chercher justement quelque chose d'esthétique, c'est-à-dire virer la flotte, jouer beaucoup sur le sodium, etc. Nous, niveau esthétique, on s'en préoccupe pas. Ce qu'on va chercher, c'est justement d'être au poids comme un boxeur. Donc là, on va jouer sur le sodium, ce sera peut-être pour perdre de l'eau. Esthétique ou pas, on s'en fiche, on veut juste pas que le poids soit là. Donc on peut même aller jusqu'à prendre des trucs qui vont te faire avoir des diarrhées justement. Ou bien tu vas prendre des laxatifs, tu vois, avant les compétitions. Je connais bien. Voilà. Pour virer tout l'excédent et être au poids, tu vois. En bodybuilding, du coup, tu vas plus mettre l'emphase, l'ascendant sur l'esthétique. Voilà. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement des divergences au sein de nos deux pratiques, que ce soit sur l'entraînement ou même sur l'alimentation. Mais une petite nuance quand même sur l'entraînement, c'est que on peut retrouver des points de convergence. Il y a des bodybuilders qui s'entraînent en explosif et qui ont une superbe shape avec une bonne masse musculaire, mais ça montre leurs limites très rapidement parce que si tu veux continuer à augmenter ton volume d'entraînement, il faut que ta charge de travail soit adaptée à ce volume-là. Tu ne peux pas toujours faire un gros volume d'entraînement en étant proche de ton max, c'est pas possible. Et déjà, même pour se préserver les articulations, etc., c'est très important. Donc sur l'entraînement, on sera d'accord pour dire que de manière générale, on a des quelques convergences, mais il y a beaucoup plus de divergences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer une bonne masse musculaire en s'entraînant de manière explosive. Sur l'alimentation, c'est là où on retrouve dans le principe de fonctionner les mêmes axes, sauf que chez le bodybuilder, ce sera beaucoup plus poussé. On a tout à fait les mêmes objectifs de retrouver un total calorique en fonction de nos objectifs, de manger un certain nombre de protéines, glucides et lipides. Mais surtout, quand on rentre dans des phases qui sont axées bodybuilding, perte de poids, sèche, mais une sèche qui te mène sur scène, c'est très différent. On aura des périodes où on va arrêter de boire de l'eau, des périodes où on va être en décharge, c'est-à-dire pas de glucides, et où on va manger beaucoup de protéines. Donc là, on pousse l'exercice très 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 loin. Et tu l'as dit, on va peut-être pas avoir recourir à des éléments extérieurs comme des laxatifs. Je me souviens qu'à une époque, j'en avais pris avant de monter sur scène. Ça m'avait rien fait tellement T'avais plus rien. j'avais plus rien dans le ventre. J'essayais de perdre du poids. J'avais quelques kilos en plus. J'en avais pris, ça m'a strictement rien fait. Penses-tu que la plupart des athlètes de haut niveau en power sont natis? Alors, la question du nati ou pas, c'est une question vraiment très difficile. C'est-à-dire que tant que c'est comme en justice, genre on a des contrôles antidopage en powerlifting et tant que la personne n'est pas testée positive, elle est nati jusqu'à preuve du contraire. Donc derrière, ce serait vraiment faire une chasse aux chargés, de dire lui doit être chargé, lui l'est pas, lui doit être chargé. Et en fait, ce que j'ai envie de dire sur cette question, c'est que tu peux penser ce que tu veux, mais tu peux pas établir ce que tu veux. Tu peux pas établir ça parce que tu n'as pas de preuves. Donc au final, moi je peux donner mon avis. Mon avis, c'est que je pense que oui, même s'il doit y avoir des pays où ils sont un peu plus souples avec les règles antidopage que d'autres. Par exemple, on a l'exemple d'une fédération américaine qui s'est fait virer de la fédération internationale parce qu'elle ne respectait pas le règlement justement de contrôle antidopage. Et la fédération américaine a été remplacée, etc., etc. Mais par exemple, en France, en tant que power de haut niveau, j'ai une application sur mon téléphone que je dois actualiser tous les jours, toutes les heures, dire exactement là où je suis et jusqu'à quand. Et justement, je peux me prendre un contrôle à n'importe quelle heure, entre 6h et 22h chaque jour, tu vois. Bah justement, il y a des gens qui pensent que justement c'est vraiment très poussé et c'est clairement abusé de faire ça. Mais bon, tant que c'est pour le sport propre, bah tu dis ok et tu le fais quand même. Après, c'est clair que quand tu fais des contrôles antidopage, quand tu prends des contrôles par exemple urinaires, bah, c'est toujours moins fiable qu'un contrôle sanguin. Il y a des contrôles sanguins aussi, mais tu peux toujours passer au-dessus. Mais dans un sport comme le powerlifting, je doute que beaucoup de gens prendraient la peine, justement par rapport à nos revenus, par rapport à la notoriété que ça te rapporte, prendraient la peine justement d'aller chercher à fausser ces contrôles. Parce que pour fausser ces contrôles, tu dois modifier des molécules, prendre des produits justement rares, justement, et qui seraient coûteux pour derrière ne pas gagner grand-chose. Ça coûterait beaucoup à quelqu'un qui fait juste de la force athlétique d'aller chercher à fausser des contrôles antidopage. Donc voilà, c'est mon avis sur la question. Et je pense que tant qu'une personne ne s'est pas fait prendre positive, bah, elle est native jusqu'à preuve du contraire. Prochaine question, les perfs de Stéphane en FA, estimées. Bonne question. Je pense.
La plus grosse perf que j'ai réalisée au développé couché à la barre, en bench, 180 kg. Il était sur Instagram d'ailleurs. T'es sûr? Ouais. Ok. Moi je pensais que t'avais fait plus, non? T'as jamais fait 2 ans? Peut-être, je m'en souviens plus, mais celle dont je me souviens. Il se souvient même pas de ses Non, PR. celle dont je me souviens particulièrement, c'est celle de 180 kg parce que il y avait eu un débat. J'avais mis sur ma story Instagram no rep parce qu'elle était montée et j'avais un peu eu de difficultés, Tanguer, je tanguais ouais, un ouais. petit peu. Et les gens m'ont dit non, la barre elle est montée, Ouais, donc et c'est les reps, validé. les reps. Ouais. Mais voilà, peut-être que je referai une vidéo pour peut-être estimer mes charges sur les mouvements. Développé couché, on l'a dit, squat, j'avais réalisé sur ma story Instagram, je ne sais pas si tu t'en souviens, un squat à 230 kg. Oui, je l'avais commenté, oui, je m'en souviens. Parce que notre dernière vidéo, je m'étais loupé à quoi? À 110? 210? 220, je crois. Ouais, 220. Donc j'ai fait une répétition à 230 et depuis, j'en ai pas refait. Soulevé de terre, je suis resté à 235 et depuis, j'ai arrêté de faire ces 3 mouvements totalement. Ok. Totalement. Je vais peut-être reprendre prochainement pour voir jusqu'où je pourrais aller en termes de force. Ok. Bah, j'aimerais bien te voir dessus, hein, parce que gros potentiel sur les 3 mouvements, toi. Ah, pas sûr, hein, pas sûr. Je suis loin de toi en tout cas. Après, pour la question de comparaison, c'est comme si je disais que j'étais loin de toi physiquement. Ah, On ouais, est c'est 2 vrai. athlètes de haut niveau dans 2 disciplines différentes. Absolument. Alors, prochaine question qui va en intéresser plus d'un, je pense. Qui gagne le plus de sous, body ou power? Alors, de mon côté, au niveau du power, mes revenus ils se résument à ça. Les coachings, déjà. Bon, c'est pas trop power, mais c'est plus lié à l'image. Si on parle encore d'image, il y a les sponsors. Et ensuite, il y a les revenus directement générés par les réseaux sociaux, c'est-à-dire quand tu vas faire un placement de produit en story, etc. Et si on parle de power directement, bah, j'ai des primes de performance en fonction de mes performances justement aux compétitions internationales. Et j'ai mes déplacements remboursés, j'ai mon hébergement et ma nourriture aussi remboursés sur les compétitions. Et voilà, c'est ça. Donc parce que je suis sous tutelle en gros d'une fédération, la fédération délégataire de force athlétique française. Donc c'est le ministère des Sports qui nous finance tout ça, avec les primes de performance et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres concrets sur les primes de performance pour vraiment faire une comparaison avec le bodybuilding? Alors moi, au début de la saison, j'ai signé une charte de confidentialité, Ok. donc j'ai pas le droit de parler de mes primes de performance, mais je peux dire qu'il y a des primes de performance. Ok. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est de mon côté. Bon, je suppose qu'elles sont corrélées par rapport à ta performance justement. Oui, voilà, en fonction de tu fais bronze, t'as ça, tu fais argent, t'as ça, Ok. tu fais or, t'as ça, tu fais un record, t'as ça, etc., tu vois. Ok, je vois. Alors, t'as dû bien te mettre. Hein. Avec tous les records que t'as. Ok, je vois. Eh bah, écoutez, côté bodybuilding, c'est beaucoup plus complexe. Premièrement, parce que les fédérations de bodybuilding sont complètement déconstruites. Ça ne dépend pas d'un ministère particulier. Ce n'est même pas considéré en France comme du sport de haut niveau. Ok, Donc, pas pris en charge par quoi que ce soit. ok. Les compétitions sont organisées par des promoteurs qui achètent des licences et qui achètent des cartes pro et qui font les compétitions, en tout cas au niveau amateur, c'est celui que je connais le mieux. Et à ce moment-là, les primes sont particulièrement ridicules. Ok, Je n'ai pas de subvention de déplacement, de prise en charge, etc. Ma préparation, mes déplacements, ma participation à la compétition, parce qu'attention, quand tu participes à une compétition, tu payes pour y participer. Tu vois? Donc tout ça, c'est à ma charge. Et le plus ridicule que j'ai eu comme prix de toute ma vie de sportif, et pour te dire, j'ai fait du sport au collège où j'ai eu des prix, je te jure, j'avais jamais eu un truc aussi ridicule que quand j'étais allé à Prague je me 2018. souviens de cette compétition, ouais. Prague 2018, Je t'avais suivi. j'avais eu 70 € de virement. Mec, j'ai payé un billet d'avion. J'ai payé un billet d'avion. J'ai payé mon alimentation sur place, le Airbnb. J'ai payé 600 € de licence pour juste participer à la compétition parce que j'avais fait 3 catégories différentes. J'ai reçu un virement de 70 €. J'ai demandé à ma banquière de bloquer le virement. Toi. C'est une insulte. C'est une insulte.
Tu sais, là, là, je me suis fait enculer à sec avec une poignée de gravier, tu vois. C'est une insulte. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Tu sais, même au collège, j'avais eu mieux que ça quand j'avais été champion d'un petit tournoi intercollège. Exactement. J'avais eu plus que ça. Tu sais, c'est un peu comme le foot le dimanche, quand tu finis le foot en excellence, là, quand je faisais du foot, on te donne des 4 quarts, tu vois. Oui, c'est ça. Des 4 quarts avec des briques de jus. Ça, c'est pareil, tu vois. 70 €, c'est complètement ridicule. Et le bodybuilding directement ne m'apporte rien du tout. J'arrive à dégager des revenus avec ça en faisant des placements de produits. J'ai un sponsor. J'ai à un moment fait du coaching, mais maintenant je ne le fais plus. Donc c'est tout. En fait, ce qui me rapporte le plus de revenus, c'est mon travail, tout simplement. Justement, c'est pour ça que souvent sur les réseaux, on doit faire attention à ce qu'on fait. On doit faire attention à notre image, en quelque sorte. Parce que justement, dans ces sports-là, ce qui peut rapporter le plus, c'est vraiment l'image et les réseaux. Et c'est pour ça, justement, il y avait une polémique il n'y a pas longtemps avec 2 mecs que je ne vais pas citer dans la vidéo, qui avaient fait une vidéo pour dire X est Nati, X est pas Nati, tu vois très bien de qui je parle. Et justement, ils disent, faut pas mal le prendre. Mais quand tu fais des sports comme ça, des sports plutôt ingrats, parce qu'il avait cité des bodybuilders, des powerlifters et des streetlifters, quand tu fais des sports justement plutôt ingrats, ce que tu as, au final, ce que tu gagnes le plus, c'est limite la reconnaissance, c'est surtout l'image, tu vois. Donc quand 2 personnes font une vidéo pour dire ce mec est un mytho, ce mec prend des produits, alors que tu te casses le dos 6 fois par semaine à t'entraîner, à prendre 5 heures pour aller t'entraîner, et après ils disent mais il faut pas mal le prendre, ça peut être un compliment, etc. Ça n'a rien d'un compliment quand tu te casses le dos et qu'on te dit ça. Donc voilà, là c'était une petite parenthèse sur le fait que l'image est très importante et que justement quand des gens veulent te cracher dessus gratuitement sur internet, tu peux pas le prendre comme quelque chose de bien potentiellement. Donc, voilà. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des gens pour venir te rentrer dedans. Encore plus dans les réseaux sociaux. En fait, ça, c'est leur ligne éditoriale, c'est leur gagne-pain. Toi, en fait, ils ne produisent que parce que tu produis. Ce ne sont pas les seuls. Je ne sais pas de qui tu parles, mais ce ne sont pas les seuls qui font ça. Donc, si toi, tu ne produis rien, ils ne produisent rien. C'est leur vidéo qui marche, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve ça vraiment dommage, franchement, parce qu'on pourrait quand même avoir une autre mode, en quelque sorte, qui est plutôt de tous se pousser vers le haut. Au final, vu que ça fait des clics de rabaisser des personnes et de buzzer comme ça, il y a des gens qui préfèrent faire ça, quoi. Mais par rapport à ce que tu as dit sur le fait qu'il y aura toujours des gens pour cracher, ça je le conçois, tu vois. Et je vais pas parler des gens, tu sais, je reçois des messages des fois, des gens qui disent ouais tu te piques le cul, tu vas mourir à 30 ans, etc. Mais ça j'en ai rien à foutre, tu vois. Non mais tu te rends compte que donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, tous les matins il se lève, il va voir ton profil, il prend la peine de t'envoyer ce message, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, déjà, prendre la peine de déverser sa haine sur quelqu'un sur Internet, c'est quelque chose, tu vois. Mais je trouve ça dommage que quand les gens ont de la visibilité, ils servent de leur visibilité pour descendre les gens et pas justement pour donner de la force. Quel est le point le plus important à privilégier pour continuer à performer comme vous? Alors moi, j'ai toujours la même réponse à cette question. Alors pour moi, tout est dans la tête parce que ton corps va suivre ce que tu penses. Donc si le mental n'est pas là, le corps ne suivra pas. J'ai envie de dire, à haut niveau, on a tous un certain bagage de capacité physique, on a tous une certaine génétique et on joue tous quand même à peu près sur les mêmes outils. C'est-à-dire qu'on va avoir assez de culture, un coach assez compétent, les bonnes stratégies d'entraînement, mais derrière il y aura quand même une différence entre les athlètes. Ce qui va changer, ça va être justement ta résilience à l'entraînement, la façon de voir les choses, c'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre du recul, te dire parfois que oui, ce que je fais c'est pas bien, je dois prendre du recul sur ça, je dois changer ma méthode d'entraînement et ne pas être borné justement. Mais c'est assez paradoxal parce que pour être sportif de haut niveau, d'un côté tu as besoin d'être borné et d'avoir assez confiance en toi, mais derrière tu dois savoir aussi te remettre en question. Donc voilà, c'est complexe et faut savoir où tu veux aller et il faut tout le temps en fait te remettre en question et en même temps être sûr de toi. C'est ma vision des choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai envie de dire que ma plume est quasiment arrivée au terme de son écriture par rapport à tout ce que tu as dit, parce que c'est exactement ce que j'aurais pu dire. Mais je peux rajouter une dernière chose, c'est que
il faut avoir cette visualisation et un discours interne puissant. Puissant. Il ne faut pas se laisser abattre par des petits événements extérieurs. C'est vrai qu'en tant qu'athlète de haut niveau ou même en tant que personne tout simplement, tu vas faire face à des difficultés, que ce soit de la vie ou même celle de ton sport directement. Et ça va te faire passer par des variations émotionnelles que tu ne contrôleras pas, qui vont avoir un impact sur ta productivité sportive. Et ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux, c'est ceux qui ont un mental infaillible. Il y a toujours des failles, mais quand tu es dans ces moments de difficulté, tu dois t'accrocher, tu ne dois pas baisser les bras et continuer à avancer. C'est vrai qu'on entend ce genre de phrases tous les jours, partout, mais c'est réellement ce qui fonctionne. Parce qu'il y a finalement une hiérarchie verticale entre toi et la difficulté. Si tu te laisses abattre, ça t'écrase. Si tu les affrontes, tu finiras par les surmonter et devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus productif et gagner en maturité sportive. Mentalement, tu dois être très très fort. Voilà, donc mentalement, il faut être prêt. Le reste, ça suivra forcément. Et justement, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Quand tu muscles ton mental, justement à travers le sport, ça t'aide dans tous les autres secteurs de la vie. Moi, apprendre à résister justement à la douleur pendant l'entraînement, apprendre à résister aux difficultés de l'entraînement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Que ce soit socialement, scolairement, etc. Je sais que quand c'est dur, justement, c'est à partir de là que c'est bon, tu vois. Genre, on va pas faire de mauvais jeu de mots, parce que je vois t'es mort des nerfs, toi, là. Justement, je sais que c'est là que ça va travailler, que ça va faire de moi une personne meilleure. Et justement, c'est quand tu affrontes des épreuves dans l'adversité que ça fait de l'épreuve une épreuve encore plus belle, tu vois. Je te le dis, j'ai fait mes championnats d'Europe, moi, dans une condition mentale totalement désastreuse. J'ai même fait les championnats de France. Mentalement, j'étais dans une condition désastreuse, tu vois. J'étais même malade, tu vois. Ouais, je me souviens. Mais moi, je suis fier des performances que j'ai faites justement sur ces compétitions parce que j'étais pas dans des bonnes conditions et j'ai réussi à sortir quelque chose d'énorme, hein, que je pensais pas pouvoir sortir dans des capacités normales. Des fois, les sportifs de haut niveau, on passe dans des épreuves, mais les gens s'en rendent même pas compte parce que tu as parlé même de variations émotionnelles. Les gens s'en rendent pas compte parce que c'est un combat perpétuel de faire passer l'entraînement justement au-dessus de ces variations et de cette sensibilité et d'être fort toute l'année. Donc au final, celui qui passera le mieux au-dessus de ces épreuves, ce sera le gagnant à la fin de la compétition. Absolument. Absolument. Donc voilà, c'était la dernière question, malheureusement, parce que j'ai vraiment apprécié cette FAQ et j'ai vraiment apprécié répondre à ces questions. Pareil de mon côté, j'ai apprécié vos questions, merci d'avoir été pertinent. Et puis je pense que maintenant vous avez une meilleure visibilité du bodybuilding, du powerlifting et tous les petits éléments qui gravitent autour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un commentaire. Bien évidemment, allez voir la partie 1 si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne YouTube de Stéphane Matala, c'est ça. Et allez le suivre, franchement, athlète incroyable. On va lui donner de la force sur Instagram et sur YouTube pour sa prépa pour Olympia. Et on ne souhaite que du bon pour l'avenir. Merci encore pour l'invite. Avec plaisir.